Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je m'attarde sur un aspect de Donjons Dragons qui peut parfois sembler un peu complexe, soit la cosmologie. Donc pour voir la vidéo d'introduction sur le sujet, vous pouvez cliquer sur le fichier, la fiche qui apparaît quelque part en haut de ma tête présentement. Mais aujourd'hui, on commence à entrer dans les détails et on s'attaque au plan matériel ainsi qu'au Feywild et au Shadowfell. Donc, le plan matériel, c'est un peu comme le terrain de jeu principal de Donjons Dragons, là où la magie, les conflits, les histoires prennent vie la plupart du temps. Donc, imaginez des continents variés, des climats extrêmes, des monstres mythiques et surtout des héros, c'est-à-dire vous, les aventuriers. Donc, selon les légendes, tout ça aurait commencé avec un certain premier monde, une réalité originelle détruite par un cataclysme. Chaque monde du plan matériel sera un reflet ou une distorsion de ce mythe-là, de ce premier monde. Donc, le plan matériel dans Donjons Dragons, c'est le cœur de la cosmologie où se déroule la majeure partie de nos aventures. Donc, il constitue l'équilibre parfait entre les forces élémentaires et les concepts moraux, créant un cadre idéal pour la vie, la magie et nos histoires. Chacun de ces mondes a ses propres règles, divinités, géographie unique. La réalité physique du plan matériel ressemble à notre propre univers en termes de lois physiques et il comprend des continents, des océans, des montagnes, des climats variés où les aventures prennent vie. Donc les mondes les plus connus de l'univers de Donjons Dragons appartiennent au plan matériel. Donc on parle de, par exemple, Toril, qui est la planète ou la terre des royaumes oubliés. Donc, c'est le monde principal de la campagne des royaumes oubliés, Forgotten Realms, et c'est une des campagnes, un des mondes les plus populaires dans Donjons Dragons. Donc, il inclut les régions célèbres comme Faerûn, Kara-Tur et Mastika. Donc, Faerûn est riche en magie avec des divinités très actives, des guildes influentes, des héros légendaires. Donc, des villes comme Waterdeep, Baldur's Gate, Neverwinter y sont situées. On a aussi, dans les plans matériels, Earth, donc le monde de Greyhawk. Oui, le monde originel des premières campagnes de Donjons Dragons introduit par Gary Gygax. Donc, Greyhawk, c'est une région spécifique du continent d'Oeric. Le monde met l'accent sur l'aventure classique et les intrigues politiques. C'est également le cas des premiers modules mythiques comme Tomb of Horrors. On a aussi Krynn, donc le monde de Dragonlance, le monde de la célèbre série de romans et de campagnes Dragonlance créée par Margaret Weis et Tracy Hickman. Les chevaliers de Solamnie, les dragons des ordres chromatiques et métalliques et l'âge des cataclysmes en font un monde épique. Krynn est aussi connu pour les trois lunes qui influencent la magie de ce monde-là. Ensuite, dans les mondes connus, on a Eberron, un monde introduit dans la 3e édition de Donjons Dragons axé sur une esthétique steampunk et pulp. Donc, on y trouve les artificiers, les Dragonmark, donc les marques draconiques, les Warforged, les forgeliers, et des continents mystérieux comme Xendrick. La magie est intégrée à la vie quotidienne. On a ensuite Mystara, qui est un monde ancien utilisé dans les campagnes classiques de Basic D&D. Donc, Mystara inclut des régions variées comme les terres connues, ainsi que les civilisations en évolution. Elle explore aussi les thèmes rétro-futuristes avec le Hollow World, donc le monde intérieur. On a très connu aussi Atas, avec Dark Sun, donc le monde désertique et brutal introduit avec le cadre de la campagne Dark Sun. Donc Atas est marqué par un passé apocalyptique, une magie qui consomme la vie et l'absence de Dieu. Donc les psioniques y jouent un rôle vraiment crucial dans ce monde-là. Sinon, qui sont apparus avec le temps, on a Exandria, donc monde créé par Critical Role, donc un monde récent créé par Matthew Mercer, le maître de jeu de le groupe iconique Critical Role, donc connu pour ses continents comme Wildermount, Tal'Dorei et Marquette, ainsi que pour ses liens avec des campagnes populaires comme Explorer Guide to Wildermount. Et finalement, on a Ravnica, originellement issu de l'univers de Magic the Gathering. Il a été adapté en monde officiel pour Donjons Dragons. Donc, c'est une gigantesque cité-planète où coexistent 10 guildes puissantes mêlant politique et magie. Donc, les mondes du plan matériel sont infiniment divers, mais il n'y en a pas toujours été ainsi. Donc, certaines légendes, comme j'ai dit, parlent d'un état primordial, d'une réalité unique appelée le premier monde, d'où sont originaires les nombreux peuples et monstres qui peuplent maintenant les mondes du plan matériel.
Après que le premier monde a été brisé par un grand cataclysme, les nombreux mondes se sont formés comme des reflets ou, dans certains cas, des distorsions de cette réalité originelle. Donc, les différents univers que l'on connaît et que je viens de nommer ne seraient que des reflets partiels du premier monde. Donc, le plan matériel, c'est un lieu où les forces philosophiques et élémentaires des autres plans d'existence entrent en collision et impactent l'existence de la vie mortelle et matérielle. Le plan matériel est un endroit tout à fait magique pour cette raison-là. Donc, bien que réaliste, le plan matériel est fortement influencé par la magie. Les ressources magiques, les créatures surnaturelles, les artefacts qui sont courants. La proximité avec d'autres plans, comme le plan féerique, le Feywild, et le plan de l'ombre, le Shadowfell, peut engendrer aussi des anomalies magiques, tout comme les événements ou des failles pouvant entraîner des interactions avec d'autres plans. Les créatures des autres plans, comme des élémentaires ou des anges, peuvent apparaître temporairement dans le plan matériel aussi. Donc, les voyageurs planaires ou des mages peuvent explorer les liens vers les autres plans grâce à la magie. Dans le plan matériel, on retrouve des mortels, des humains, des elfes, des nains, des orques, d'autres espèces intelligentes qui dominent ce plan-là, tout comme des monstres, soit des dragons, des géants et d'autres créatures iconiques. Donc, les dieux résident généralement dans les plans extérieurs, mais leurs avatars ou leurs serviteurs peuvent influencer le plan matériel. Le transit entre les mondes du plan matériel est rare, mais pas impossible et peut être accompli de différentes manières. Ainsi, c'est possible de faire cohabiter différents mondes de l'univers de Donjons & Dragons dans une même campagne. Premièrement, aidés par la magie, les voyageurs peuvent tomber dans un profond sommeil et se réveiller dans un autre monde. Les personnages peuvent aussi entreprendre un voyage épique semé d'embûches et d'obstacles à surmonter. Donc, un itinéraire peut les mener à travers l'espace sauvage et le plan astral à bord d'un vaisseau propulsé par la magie. Donc, de cette manière-là, c'est possible de passer d'un plan matériel à un autre. Il est également possible de voyager à travers le Shadowfell et le Feywild, bien que ces itinéraires-là, soient moins cartographiés et tout aussi périlleux. La méthode la plus directe implique l'utilisation de sorts tels que cercle de téléportation ou de portails magiques en général. Donc, cette magie-là fait apparaître l'utilisateur dans un cercle de téléportation connu ou dans un autre endroit d'un autre monde. Donc, comme les portails magiques, les points de connexion sont des lieux qui existent dans plusieurs mondes en même temps. Donc, ces points peuvent être situés aux racines des mondes ou à proximité de celles-ci. Là où les jeunes pousses du grand arbre du premier monde ont pris racine et ont donné naissance à un nouveau monde. Donc, un point de connexion peut être un élément géographique, comme un arbre énorme, une montagne ou une mésa, une caverne béante au fond d'une montagne ou une météorite dans un énorme cratère. Il peut également s'agir d'un élément construit, donc une tour ou un château solitaire, une taverne animée ou même une ville complète. Normalement, les visiteurs de ces lieux-là retournent dans le même monde d'où ils viennent lorsqu'ils sortent ou qu'ils partent. Mais il est également possible d'utiliser un point de connexion pour voyager d'un monde à l'autre. Donc, selon l'endroit, le changement de monde peut nécessiter l'utilisation de la magie, d'un objet du monde de destination souhaité, comme une sorte de clé, en fait, ou rien de plus qu'un acte de volonté. Certains points de connexion existent dans plusieurs mondes en même temps, mais d'autres existent en différents mondes, mais pas en même temps. Donc, ils volent d'un monde à l'autre, disparaissent de l'un et apparaissent dans un autre selon un calendrier régulier. Donc, un tel endroit peut rester sur un monde pendant 1 an ou 1 heure et passer à un autre, emportant avec lui tous ceux qui s'y trouvent vers un autre monde. Par exemple, vos aventuriers pourraient rentrer dans un long donjon et lorsqu'ils sortent, ne se trouvent plus dans Faerûn, mais se trouvent dans Eberron. Donc, le plan matériel, cœur vibrant du multivers, partage une connexion profonde avec 2 royaumes parallèles qui l'encadrent, le Feywild et le Shadowfell. Donc, ces dimensions jumelles, bien que radicalement opposées dans leur essence, occupent le même espace cosmologique, offrant une vision amplifiée des paysages familiers du monde matériel. Donc, si le Feywild se distingue par sa beauté, son exubérance et son caractère fantastique, le Shadowfell, lui, en est l'ombre, le drapé dans une obscurité mélancolique. Donc, il arrive que la transition entre les plans s'effectue sans le moindre effort. Donc, une simple promenade dans un bosquet d'arbres pourrait mener vers une forêt féerique vibrante de vie ou à une étendue sinistre où règne une morosité oppressante. Connu également sous le nom du plan des fées, le Feywild est un monde où tout paraît
intensifié. Les forêts sont luxuriantes, les champs de fleurs sont infinis, les montagnes scintillantes de cristaux, les rivières scintillent comme s'ils renfermaient des étoiles. Dans ce monde-là, la lumière ne suit pas le rythme des jours non plus et des nuits. Elle change au gré des caprices de la magie ambiante, transformant chaque paysage en un tableau vivant. Le terrain, quant à lui, est mouvant. Donc les distances fluctuent, les géographies changent, défiant la logique. Les routes elles-mêmes sont rares et souvent temporaires, se modifiant avec le temps. Donc pour les natifs du Feywild, cette fluidité-là est naturelle. Mais pour les visiteurs, elle devient une source constante de confusion. Le Feywild est bien plus qu'un lieu physique, en fait. C'est un royaume où les émotions dictent la réalité. Une querelle animée peut faire vibrer les fleurs environnantes, tandis que la joie d'un voyageur peut attirer les oiseaux chantant en chœur autour de lui. Donc, tout dans le Feywild réagit à la présence des êtres vivants et surtout à leurs états d'âme. Les voyageurs qui entrent dans ce monde se retrouvent souvent dans des versions idéalisées du lieu qu'ils ont quitté sur le plan matériel. Un volcan austère pourrait devenir une montagne hérissée de cristaux étincelants. Une rivière boueuse, oui, pourrait se transformer en un ruisseau limpide scintillant comme des diamants. Donc, ce phénomène ajoute à la fois une magie unique, mais en même temps une imprévisibilité troublante à ce plan-là. Le Feywild abrite une multitude de royaumes et de cités, chacun doté de caractéristiques uniques et une histoire aussi fascinante. Donc, on retrouve la vallée de Brokenstone. Donc, c'est un royaume qui est le refuge des lycanthropes du Feywild. Donc, un territoire forgé dans le sang et les luttes, qui a été fondé par un seigneur loup-garou en quête de liberté. Donc, c'est devenu un sanctuaire pour les parias et les réfugiés des royaumes mortels. Donc, malgré son passé tumultueux, ses habitants ont prospéré en embrassant leur nature et en s'adaptant aux particularités du Feywild. On retrouve aussi Elianbruen. Donc, ce territoire elfique est un vestige de l'ancien royaume d'Ilfarn sur Faerûn. Donc, reconstitué après des siècles de combats contre des fées indigènes, Elianbruen incarne la résilience elfique face à un environnement aussi enchanteur que dangereux. On retrouve aussi Nashtur, oui, le royaume est un des bastions gobelins les plus puissants du Feywild, dirigé par le redoutable Grand Gark. Donc, situé dans un labyrinthe souterrain, Nashtur, c'est le siège d'une armée de mercenaires qui servent des êtres malveillants, notamment des sorcières et des seigneurs féeriques divers. On retrouve aussi Sildeyur, un demi-plan fascinant, parfois considéré comme faisant partie du Feywild. C'est le domaine des elfes des étoiles. Donc, il occupe une version alternative de la forêt de Weirwood sur le plan matériel et demeure un refuge pour ces créatures mystiques. Donc, le Feywild est gouverné aussi par des archifées, des entités puissantes et capricieuses qui façonnent les régions qu'elles contrôlent. Certains domaines sont lumineux et joyeux, baignés dans un soleil perpétuel et inondés de fleurs sauvages colorées, tandis que d'autres sont sombres et ternes, plongés dans un crépuscule sans fin. Ceux-ci changent en fonction de l'état émotionnel de leurs dirigeants. Donc, les domaines des délices sont peuplés de créatures comme des Boogles, des Brigandnock, des Displacer Beasts, des Erangons, des Blinkdog, des Darklings, des dragons féeriques et diverses sorcières et Jabberwocks. Donc, chaque domaine, appelé domaine des délices, reflète la personnalité et les désirs de son maître. Donc, dans les domaines des délices, on retrouve Fablerise, donc c'est un domaine sous la gouvernance de Yarnspinner, une archifée araignée passionnée de récits, et c'est un labyrinthe de racines tordues de vignes enchevêtrées, formant des tunnels et des dômes végétaux. Yarnspinner, une véritable conteur, aime rassembler les animaux pour leur raconter des histoires. On retrouve aussi la très classique cour du crépuscule, donc dirigée par la reine de l'air et des ténèbres. Cette cour est un royaume où le crépuscule éternel est ponctué de lucioles et de feuilles d'automne tourbillonnantes. Donc, loin des rituels de la cour d'été, ses résidents favorisent un mode de vie instinctif et intuitif. Gouvernée par l'archifée reine Tatiana, la cour d'été est le domaine le plus stable et le plus pastoral du Feywild. Enveloppée dans la chaleur d'une journée d'été perpétuelle, avec des papillons voltants et une débauche de fleurs colorées, les terres de la cour d'été imitent les attributs de la vie de cour dans certains royaumes du plan matériel. Donc, les résidents de cette cour portent des vêtements élégants et apprécient les cérémonies élaborées et l'étiquette ritualisée, et les fées sont promptes à éviter ceux qui bafouent les règles baroques de la cour d'été. On trouve aussi Prismir, donc c'est un domaine divisé en 3 régions distinctes. Un marais,
Iter, une forêt ancienne, Titer, et une chaîne de montagnes orageuses, Yon. Donc, tout ça, c'est le royaume de Zybilna. À l'intersection de ces trois territoires-là se dresse le palais du désir du cœur, un lieu où les souhaits les plus profonds peuvent être exaucés, parfois à un prix élevé. Donc, la plupart des fées, mais pas toutes, servent une des deux reines archifées divines. Titania, oui, la reine d'été, ou la reine de l'air et des ténèbres, qui partagent une rivalité ancienne et amère. Ceux qui appartiennent à la cour Seelie de Titiana, oui, sont connus sous le nom des fées Seelies et sont généralement d'alignement bon et représentent ou célèbrent la beauté de la nature. Ils sont connus pour être honorables envers les visiteurs du Feywild, bien qu'un peu espiègles, mais ils n'accueillent pas les non-fées dans leur cour. Ceux qui appartiennent à la cour Unseelie, de la reine de l'air et des ténèbres, sont connus sous le nom des fées Unseelie et sont généralement d'alignement maléfique et représentent ou célèbrent les aspects plus sombres et les plus macabres du monde naturel. Ils sont généralement plus dangereux et peu dignes de confiance dans leur relation avec les visiteurs, mais ils sont connus pour être plus accueillants envers les non-fées dans leur cour. Donc, le Feywild est peuplé d'une incroyable diversité de créatures, allant des petites fées espiègles comme les Pixies aux imposants Fomoriens. Les habitants de Feywild ont des tempéraments variés, allant de gentils à malveillants, mais presque tous ont un côté malicieux et peu d'entre eux s'arrêtent pour considérer les besoins ou les inquiétudes des visiteurs de leur maison. Donc, parmi les habitants les plus emblématiques, on retrouve les Eladrin, donc les elfes liés au Feywild, capables d'incarner des aspects saisonniers tels que l'été ou l'hiver. Les archifées, souvent capricieuses et exigeantes, régissent de vastes territoires. On a une myriade de créatures magiques aussi, les licornes, les trials, les satyres, puis plein d'autres êtres féeriques légendaires. Le Feywild, c'est un royaume de merveilles, mais il est loin d'être sans danger. Le passage du temps y est imprévisible. Une journée dans ce plan peut équivaloir à des années sur le plan matériel. De plus, les paroles prononcées ont un poids immense. Rompre une promesse peut entraîner des conséquences catastrophiques. Les contes regorgent d'histoires d'enfants enlevés et d'aventuriers, revenus avec des souvenirs flous. Donc, les portails vers le Feywild, souvent vont être dissimulés dans des lieux enchanteurs, comme des cercles de champignons ou des clairières magiques, et s'ouvrent que dans des conditions spécifiques, ajoutant à l'aura de mystère de ce plan-là. Pour sa part, le Shadowfell, ou plan des ombres, est une dimension austère et lugubre, où le ciel est une voûte noire dépourvue de soleil et d'étoiles. Ce plan reflète et déforme le plan matériel, tout comme son opposé lumineux, le Feywild. Cependant, là où le Feywild magnifie, le Shadowfell assombrit et corrompt. Donc, en entrant dans le Shadowfell, les voyageurs retrouvent les repères familiers transformés en visions sinistres. Une montagne imposante peut devenir un affleurement rocheux en forme de crâne. Une colline verdoyante devient un champ de ruines. Une forêt devient un enchevêtrement d'arbres dont les branches s'étendent pour entraver les pas et piéger les voyageurs. Donc, chaque élément de ce paysage semble conspirer pour nourrir un sentiment de désespoir. Le Shadowfell est constamment enveloppé d'une lumière terne et grise où les couleurs sont vidées de leur éclat. Le monde est imprégné de mélancolie, de vide, de ténèbres, un reflet sinistre des émotions humaines les plus sombres. Donc, ce plan est intimement lié à la mort, au deuil et au passage des âmes. On dit que des âmes de mortels vont traverser parfois le Shadowfell avant de rejoindre leur destination finale. Cependant, le séjour dans ce royaume-là n'est pas sans danger. La mélancolie omniprésente a un effet insidieux sur l'esprit. Passer trop de temps dans le Shadowfell peut engendrer l'apathie et le désespoir, transformant même les aventuriers les plus résilients en ombre de leur ancien moi. Donc, les créatures qui peuplent ce plan reflètent son essence, sombre, déformée et menaçante. On va retrouver, par exemple, les Shadarkai, donc des elfes sombres, souvent liés à la reine Corneille, donc la Raven Queen, une divinité énigmatique associée à la mort et au destin. Donc, ces serviteurs loyaux, à la fois mystérieux et redoutables, incarnent l'ombre et le sacrifice. On va retrouver des morts vivants de toutes sortes qui vont hanter le Shadowfell, des spectres, des fantômes, des liches, ainsi que des créatures plus exotiques comme des Nightwalkers ou des Shadow Dragons. On retrouve aussi carrément les ombres, donc des shadows, des entités insaisissables qui rôdent dans l'obscurité et se nourrissent de la force vitale des vivants.
Donc, le voile entre le plan matériel et le Shadowfell est parfois si fin qu'il crée des passages appelés croisements d'ombre. Donc, des portails se trouvent souvent dans des lieux marqués par la mort ou le désespoir. Des cryptes abandonnées, des tombes ouvertes, des cimetières anciens ou carrément des champs de bataille. Donc, dans ces lieux, une simple tache d'ombre dans un coin de mur ou un cimetière désolé peut devenir une porte vers le Shadowfell. Cependant, ces croisements-là ne s'activent qu'en l'absence de lumière. À la moindre lueur, ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. À l'extrémité du Shadowfell, c'est une région enveloppée de brumes surnaturelles. Donc, on appelle ça les domaines des ténèbres. Ces demi-plans gouvernés par des seigneurs des ténèbres sont des prisons créées par de puissances obscures pour enfermer les êtres les plus malveillants de tous les âges. Donc, ces seigneurs exercent un pouvoir immense dans leur royaume, mais leurs désirs les plus profonds y sont détournés, les emprisonnant dans des cycles sans fin de terreur et de désespoir. Donc, les brumes entourant ces domaines les rendent inaccessibles et imprévisibles, piégeant quiconque y entre. Donc, les domaines des ténèbres regorgent d'histoires macabres et de personnages inquiétants. Les brumes qui entourent chacun des domaines les rendent difficiles à quitter, comme j'ai dit. Donc, c'est difficile de quitter un domaine et c'est encore plus difficile de trouver son chemin vers un autre domaine. Donc, les brumes s'élèvent et s'abaissent au gré des caprices des puissances des ténèbres et elles peuvent même se glisser à travers les plans pour entraîner des personnes sans le vouloir dans les domaines des ténèbres. Donc, ceux qui y vivent attribuent toutes sortes d'histoires sinistres aux brumes. Tout événement surnaturel, disparition inexplicable ou force malveillante peut être imputé aux brumes. Dans ces royaumes-là, très connus, on retrouve la Barovie. Donc, dominé par le sinistre Strahd von Zarovich, le premier vampire, ce domaine est connu pour son atmosphère oppressante et le château de Ravenloft, perché surplombant une vallée plongée dans l'effroi. On retrouve aussi Borca. Ici, c'est deux seigneurs des ténèbres, Ivana Borkti, oui, une empoisonneuse calculatrice, et Ivan Delisnia, un harceleur cruel, tisse un réseau d'intrigues dans un paysage où richesse et pauvreté coexistent. On retrouve aussi Falkovnia, un domaine ravagé par des hordes de zombies où Vladeska Drakov, une générale impitoyable, tente désespérément de maintenir une illusion de pouvoir. On retrouve Kalakiri, une terre magnifique mais tourmentée par une guerre sans fin en 3 héritiers royaux transformés en monstres par leur haine mutuelle. On a aussi Lamordia, un domaine glacial qui abrite des inventeurs et des érudits défiant les lois naturelles, dont le terrifiant docteur Victra Mordenheim, un savant fou obsédé par la vie et la mort. On retrouve aussi le Mordant, donc un royaume qui est le théâtre d'histoires de fantômes et de hantises, où la mort signifie ni repos ni fatalité, mais une existence tourmentée d'ombre et de chaînes. Finalement, on retrouve Valakan, dans ce domaine-là, Chadjuna, oui, une chasseuse redoutable, traque les proies les plus dangereuses dans la jungle luxuriante et ensanglantée. Donc, le Shadowfell, c'est un cadre idéal pour les campagnes sombres ou tragiques. Ses paysages sinistres et son atmosphère oppressante en font le théâtre parfait pour explorer des thèmes comme la perte, le chagrin, la résilience. Les aventuriers peuvent y affronter des morts vivants, chercher des réponses sur le destin des âmes ou même défier la Reine Corneille elle-même. Cependant, le Shadowfell ne pardonne pas. Chaque pas dans les ténèbres peut peser lourd sur l'âme et laisser des cicatrices profondes, aussi bien physiques que psychologiques. Donc, le Shadowfell, c'est une terre de désolation, de danger, où la lumière de l'espoir vacille constamment. Ce royaume-là va refléter les ombres du cœur humain, mettant au défi la force d'esprit de quiconque ose s'y aventurer. Chaque voyage y est une lutte contre les ténèbres, mais aussi une quête pour comprendre ce qui réside dans les recoins les plus sombres de l'âme. Donc voilà, ceci conclut le tour d'horizon du plan matériel et de ses échos, le Feywild et le Shadowfell. Donc je suis curieuse de savoir, est-ce que vous faites fréquemment intervenir le Feywild ou le Shadowfell dans vos campagnes? Avez-vous une préférence envers l'un ou l'autre? Est-ce que c'est des domaines précis qui vous intéressent? Sinon, du côté du plan matériel, c'est quel votre plan matériel préféré? Quelque chose de homebrew ou carrément un que j'ai nommé tantôt? Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, partager vos histoires de parties. Et d'ici là, d'ici à ce que je parle d'autres plans et d'autres aspects de la cosmologie de Donjons Dragons, si vous aimez ces vidéos-là,
cochez pour le petit pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne, venez nous voir sur Patreon si ça vous tente de voir nos vidéos en avance. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye!